Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis de retour pour la partie 3 que vous attendez tous. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait beaucoup attendre et donc j'ai tenu ma promesse. Et aujourd'hui, on va parler donc des quarks top et bottom. Donc si vous voulez plus d'informations sur le modèle standard ou que vous n'avez pas encore regardé les parties 1 et 2, les liens sont en description, donc je vous attends. Et donc si vous êtes encore là, eh bien ça veut dire que je peux commencer, c'est parti. Donc comme d'habitude je vais faire un petit rappel rapide sur ce que c'est le modèle standard. Donc encore une fois, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la vidéo complète sur ma chaîne. Et donc le modèle standard, c'est un tableau qui regroupe toutes les particules élémentaires de l'univers, donc c'est-à-dire des particules qu'on ne peut pas briser. Et donc il est décomposé en deux tableaux, donc d'un côté les fermions, donc les particules de matière, et de l'autre côté les bosons, donc ce sont les vecteurs de force, des forces fondamentales de l'univers. Et donc chez les fermions, on a deux catégories, les quarks et les leptons. Et donc comme je vous l'ai dit, on va parler des quarks top et bottom, donc ça veut dire qu'on va forcément parler des quarks. Et donc encore une fois, les fermions ont un spin fractionnaire, et attention, tandis que les bosons ont un spin entier. Et la particularité des quarks, c'est qu'ils ont un spin égal à 1,5 précisément. Donc évidemment, vous l'aurez deviné, le spin des quarks top et bottom est également de 1,5. Et donc, comme vous l'aurez également aussi deviné, les quarks top et bottom sont de la troisième génération. Donc on avait le quark up et down de la première génération, les quarks charm et strange de la deuxième, et donc voici les quarks de la troisième génération. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et bien ça veut tout simplement dire que ce sont les quarks les plus lourds de toute la famille des quarks. Donc en effet, par exemple, le quark top, c'est vraiment le quark le plus lourd parmi tous les quarks, et donc qui est suivi de près par le quark bottom, donc en deuxième position. Donc il n'y a pas de différence du côté des charges. La charge du quark top est toujours de plus de tiers de E comme les quarks up et charm, et la charge du quark bottom est encore une fois de moins un tiers de E comme les quarks down et strange. Et donc maintenant qu'on a fait un petit résumé donc, de choses assez intéressantes à leur sujet, de principes basiques, je vais maintenant me focaliser sur leur histoire. Donc l'histoire du quark top est un peu compliquée, donc c'est-à-dire qu'on a réussi à la découvrir indirectement avant même de l'avoir découverte expérimentalement. En fait, c'est que avant donc sa découverte, on avait fait une expérience et on avait remarqué que les mesures sur les précisions des masses des bosons vecteurs de la force électrofaible, donc la force électrofaible, c'est un peu un mélange de la force électromagnétique et de l'interaction faible. Et donc on a trouvé que ces bosons étaient sensibles à la masse d'une particule beaucoup trop lourde qu'on n'avait pas encore découverte. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a indirectement découvert le quark top. Et donc le quark top a vraiment réellement été découvert expérimentalement en 1994, donc par les expériences CDF et DO au tétravon, donc le tétravon qui appartient au Fermilab, et il a également été découvert au LHC, donc le grand collisionneur de hadrons de Genève, en 2010. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1994, deux scientifiques, donc Gerhard 't Hooft et Martinus Veltman, donc arrivent vraiment à prédire la masse du quark top. Donc leur estimation, c'était que ce quark avait une masse comprise entre 145 et 185 gigaélectronvolts. Et donc c'est cette découverte qui leur a permis d'avoir le prix Nobel en 1999. Et donc pour le quark bottom, alors ça a été découvert au même endroit, donc au Fermilab, donc quelques années plus tôt, en 1977. Et donc lorsqu'on a découvert le quark top, du coup il fallait leur donner un nom à ces deux quarks. Et donc au début on voulait les appeler les quarks beauty et truth, donc ce qui signifie en français beauté et vérité, sauf que à votre avis, est-ce que quark beauty, quark truth, ça aurait sonné beau? Non, je crois pas. C'est totalement ringard, c'est pas du tout stylé. Donc on s'est dit ouais, bon, peut-être pas en fait. Non. Donc on les a appelés quark top et bottom, donc c'est un peu plus stylé en vrai. Et voilà. Donc bref, je ne vais pas m'égarer, et donc on va passer tout de suite aux antiparticules donc de ces deux quarks.
Donc pas de surprise, hein, l'antiquark top qui existe hein, et qui a une charge de moins 2/3 de E. Et donc on a également l'antiquark bottom qui a lui une charge de plus 1/3 de E. Et donc là maintenant, là où il y a une réelle différence avec les autres quarks, c'est lors de la formation de hadrons et de mésons par ces deux quarks. Donc pour le quark bottom, pas de surprise. Donc par exemple, le quark bottom peut se retrouver dans les mésons B. Donc qu'est-ce que c'est que le méson B? C'est un quark ou antiquark bottom qui est lié à un quark up ou down. La réelle différence c'est pour le quark top, puisque celui-ci ne peut tout simplement pas faire de hadron, former de hadron ou de méson. Non. Tout simplement parce que sa durée de vie est trop faible. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 25 secondes. C'est beaucoup trop peu et c'est pour cela donc que le quark top ne peut pas former de hadron. Non. Et donc là on parle de la durée de vie de nos deux petites particules et donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc je vais vous parler donc de la notion de désintégration. Donc le quark top, je vous ai dit qu'il a été découvert au Fermilab et au LHC. Et bien en réalité ce sont les deux seuls endroits où il a réellement été découvert. Parce que en effet, lorsqu'on a voulu produire donc ces quark top, et lorsqu'on produit le quark top, on produit donc le quark avec son antiparticule, et donc il se désintégrait beaucoup trop vite. Hein, c'est au bout de 10 puissance moins 25 secondes, donc on n'a pas réussi à les capter. Et donc je vous ai dit tout à l'heure que le quark bottom a été découvert avant le quark top. Et bien en fait c'est parce que lorsque le quark top se désintègre, tout simplement il laisse la place à un quark bottom et à autre chose. Et donc quant au quark bottom, donc là je vais parler de sa désintégration à ce quark. Et donc ce quark peut se désintégrer de deux manières, soit de manière hadronique, donc hadroniquement, soit leptoniquement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et donc je vous ai donné deux exemples pour illustrer le fait qu'il peut se désintégrer leptoniquement. C'est que lorsqu'il se désintègre, soit il donne un quark léger, un lepton chargé et son neutrino, donc leptoniquement parce qu'il libère un lepton chargé, soit un quark léger, un lepton chargé et l'antiparticule de ce lepton. Voilà. Donc j'ai fait le tour encore une fois en 8 minutes de tout ce qu'il y avait à dire sur le quark top et bottom. Et donc là je vais préparer l'épisode 4 qui sera cette fois-ci sur les leptons, vous l'aurez bien deviné. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.